Cette porte ne peut s'ouvrir qu'avec la clé de l'imagination. Et vous entrez dans une autre dimension. Une dimension où les bruits, les visions et les pensées sont différentes. Vous évoluez dans un monde d'ombre et de lumière, de matière et d'idées. Vous venez de pénétrer dans la 4e dimension. Bonjour à tous et bienvenue en notre compagnie devant vos petits écrans. Aujourd'hui, vous allez voir 2 films, 2 œuvres originales écrites par un homme qui est sûrement le plus talentueux de nos scénaristes et qui a reçu 6 fois l'Oscar de la télévision, Rod Serling. Nous commencerons par un film sur une jeune femme de notre époque dont la vie prit tout à coup une tournure inhabituelle. Nous irons ensuite dans le Massachusetts, après la guerre civile, où Rod Serling a situé pour nous l'action de sa toute dernière œuvre. Et maintenant, venez avec moi faire ce voyage dans ce pays merveilleux dont les frontières sont celles de l'imagination. Osez ouvrir la porte. Le théâtre. Melissa Sanders éprouve quelques difficultés à finir la sculpture commandée par la mairie. Son comportement est caractéristique. Elle repousse l'échéance, elle s'en remet aux autres. Elle refuse de prendre des décisions, aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle. Elle est persuadée d'avoir toute la vie devant elle. Mais elle se trompe, parce que son monde va se trouver bouleversé dès qu'elle franchira la porte d'un certain théâtre et pénétrera dans la 4e dimension. Salut, Melissa! Alors, comment tu t'en es sortie avec Jim? Quoi? Tu veux faire durer le suspense, hein? Non, tu peux pas faire durer le suspense comme ça. Pas sympa, hein? Tu as dit oui, alors? Tu l'as regardé par-dessus ton double hamburger frites et tu lui as dit « Oui, Dr. James, je vous épouserai. » Pas tout à fait. Non? Alors qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non. C'est définitif? Non. On verra. Ah, notre relation me convient telle qu'elle est. Et puis, j'ai cru qu'il aurait compris. Oui. Mais il ne s'est pas montré hier soir. Pas un coup de fil. Rien. Et moi, je suis restée comme une idiote devant notre dîner. Ouais, je vois le genre. Coucou. Bonjour. Bonjour, Melissa Sanders. Oui. J'ai un petit truc pour vous. Devinez quoi? C'est ça. Et c'est pas fini, il y a ça aussi. Et maintenant, je vais mettre mes lunettes. Qu'en dites-vous? James est désolé, James est triste, James est un malotru, c'est vrai. James regrette ce rendez-vous manqué. Son travail l'a retenu toute la soirée. Pardonnez-lui, s'il vous plaît, car il est désespéré, avec toute sa tendresse. Docteur James. Dites-lui que je lui pardonne. Mais dis-moi, James. Oula. La prochaine fois, préviens-moi. Tu m'as reconnu. Quand on sera mariés depuis 40 ans et que tu diras à tes petits-enfants que je t'ai toujours nourri avec ces saletés de hamburger, ils me trouveront radin. Un bon hamburger vaut bien qu'on s'y arrête. C'est ce que beaucoup de gens font. Et je ne veux pas t'épouser. Alors demain, je te le redemanderai. Non. Je sais que tu m'aimes. Essaie d'imaginer tout ce que tu perds à force de remettre à plus tard. Il est temps de te décider pour nous deux. James, si ce n'était qu'une passade, notre histoire. J'ai peur, tu sais. Tu n'as pas à avoir peur. Si tu crois avoir raison, fonce. Tu sais que c'est vrai. Assume tes responsabilités. Et si je le fais? Je danserai de joie, je pense. Et qu'est-ce qui se passera quand tu en auras assez? Rappelle-toi Dick Van Dyke dans Mary Poppins. Suis-moi, tout comme Mary. Non. Allez, viens. James, on va être en retard. Pourquoi? Pour le film qu'on va voir. C'est ce soir? Oui, il passe la dame du vendredi. C'est pas vrai. On s'était mis d'accord il y a 15 jours. Mais je suis de service ce soir. Et en plus, tu le dis seulement maintenant.
On croirait vraiment que tu le fais exprès. Excuse-moi, Melissa, excuse-moi, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Moi, de toute façon, j'y vais. Merci pour le dîner. On ne fait pas attendre Gary Grant. Pardon. Je sais que tu m'aimes. Je ne veux pas t'épouser. Alors demain, je te le redemanderai. Tu te souviens de ce gars qu'on a entendu en classe? C'était incroyable, quoi. Qu'est-ce que tu prennes pour des trucs pareils? Une place. Mais j'en suis fier, moi. Nous allons donner le pion à tout le monde avec cette histoire. Même si cela arrive, je ne me suis pas mariée pour ça. Qu'est-ce que... Bon, écoute-moi bien, Walter. Je suis venue pour te dire que je ne veux plus que tu m'appelles 50 fois par jour et que tu m'envoies 20 J'écris de très beaux télégrammes. Non, tout le monde le dit. Mais est-ce en que tu tout vas cas. m'écouter à la fin? Attends, il n'y a pas de quoi se disputer. Hilde, voilà ce qu'on va faire. Tu vas revenir travailler un moment ici. Et s'il se trouve qu'on arrive à s'entendre, on se remariera. Quoi? C'est vrai, je ne t'en veux pas. James est désolé, James est triste, James est un malotru, c'est vrai. James regrette ce rendez-vous manqué. Son travail l'a retenu toute la soirée. Pardonnez-lui, s'il vous plaît, car il est désespéré avec toute sa tendresse. Docteur James? Quand on sera mariés depuis 40 ans et que tu diras à tes petits-enfants que je t'ai toujours nourri avec ces saletés de hamburgers, ils me trouveront radin. Un bon hamburger vaut qu'on s'y arrête. C'est ce que beaucoup de gens font. Et je ne veux pas t'épouser. Alors demain, je te le redemanderai. Je sais que tu m'aimes. Essaie d'imaginer tout ce que tu perds. James, ce n'était qu'une façade, notre histoire. J'ai peur, tu sais. Mais tu n'as pas à avoir peur. Si tu crois avoir raison, fonce. Tu sais que c'est vrai. Assume tes responsabilités. Et si je le fais? Je danserai de joie, je pense. Écoute, J'ai Walter, fait de moi... toi une grande journaliste, Hilde, mais tu ne pourras pas t'en sortir dans un autre journal. Nous faisons Oui, comme une c'est équipe ça, ici. cause du Et c'est journal. ça, je suis persuadé qu'il nous a aidés pour bien Tu n'es faire qu'un notre travail. vendu, c'est tout. Mais qu'est-ce que... Écoute-moi, Walter, je t'en prie. Non. Le journal devra se passer de moi. Et toi aussi. Excusez-moi, où est le docteur McLean? James, c'est du grand art. Bravo. Merci. Elle trouve que je fais bien les pansements. Non, ce soir au théâtre, ce que tu as fait était génial. Et j'aimerais bien savoir comment tu as réussi ça. Est-ce que tu avais un de tes copains voyeurs caché dans un coin avec sa caméra? Mélissa, mais de quoi tu parles? Et ensuite, tu as payé le projectionniste du théâtre. C'est peut-être à cause du surmenage, mais cette conversation n'a absolument aucun sens pour moi. Et même, je ne trouve pas ça drôle. C'est plutôt drôle, James, mais c'est forcément... Une crise cardiaque, docteur. Défaites sa ceinture. Laissez passer l'infirmière. En salle de réanimation. On se verra tout à l'heure. Voilà le médecin. Et c'était forcément Jim.
oreilles devant une dame, il enlève son chapeau. Oh, excuse-moi, Hilde. Et lorsqu'il marche avec une dame, il l'attend. Oh, mais dans ce cas... Je vous en prie. Oh, mais on voit tout de suite que ma femme a su choisir le mari qui lui convient. Comment allez-vous? Mais je pense que vous faites erreur. Je suis déjà marié. Oh, Hilde aurait dû me le dire. Enfin, félicitations, monsieur Baldwin. Non, non, mon nom n'est Excusez-moi, pas... je suis très occupé. Laissez-moi votre carte sur le bureau. Que disiez-vous, monsieur Baldwin? Que mon nom est... Monsieur Non, Burns. plus tard, s'il vous plaît, j'ai affaire avec monsieur Bruce Baldwin que voici. Pardon, il y a Dites-vous, erreur. monsieur Monsieur Baldwin. Burns, Monsieur Burns, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous ne voyez C'est pas moi, que je suis en Bruce train de Baldwin. parler avec... James, Oh, c'est du vous, grand Bruce art, Baldwin. bravo. Merci. Non, ce soir au théâtre, ce que tu as fait était génial. J'aimerais bien savoir comment tu as réussi ça. Est-ce que tu avais un de tes copains voyeurs caché dans un coin avec sa caméra? C'est ça? Ça, mais de quoi tu parles? Et ensuite, tu as... Excusez-moi, est-ce que vous me voyez sur l'écran? Quoi? Est-ce que vous me voyez sur l'écran? Un homme doit être capable de faire face à toutes les situations. Bon, il faut qu'on s'en aille maintenant. C'est forcément Et c'est toi. peut-être à cause du surmenage, mais cette conversation n'a absolument aucun sens pour moi. Et même, je ne trouve pas ça drôle. Une crise cardiaque, docteur. Tu t'en sortiras pas comme ça! Excusez-moi. Que voyez-vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous me voyez devant le théâtre? J'espère que non, c'est pas ce qu'on pense voir. Bon, il vaudrait mieux qu'on y aille. Oui, il vaudrait mieux, c'est Où vrai. est-ce que nous allons? Je vous invite à déjeuner. Tu ne m'as rien dit, Hilde? Non, elle ne m'a rien dit. Elle voulait sûrement vous faire une surprise. Bruce, après vous. Après toi. Merci. Tu t'en sortiras pas comme ça! Oh mon Dieu. Elle est arrêtée. T'en sortiras pas comme ça! J'ai d'abord cru que c'était une blague, que c'était toi qui avais tout fait. J'aurais bien aimé. C'est un coup génial. C'était effrayant. J'ai vu une chose se passer avant qu'elle ne se soit passée. James, c'était très violent. Ça peut se produire lorsqu'on est fatigué. L'esprit va projeter au dehors ce qui est en réalité un Ce conflit n'était interne. pas une hallucination. Crois-moi, c'est incroyable ce que le stress peut faire faire. Je n'ai pas imaginé ces scènes, je les ai vues devant moi sur l'écran, elles étaient là. D'accord. Je te crois.
Demain, nous irons ensemble à ce théâtre. Nous verrons ce qui se passera. Et on devrait peut-être essayer de trouver une sorte d'institution, avec un grand jardin et des méthodes thérapeutiques douces. Mais ne retourne pas au théâtre toute seule. Tu as compris? Je passerai te prendre. Et on ira tous les deux. Une place. Allô, Duffy, écoute ça. Nous tenons le meilleur sujet de l'année. Earl Williams lui-même dans le Morning Post en exclusivité. Mais oui, je veux que tu détruises la première page. C'est ce que j'ai dit, toute la première page. Laissons de côté l'Europe en guerre. Nous avons un meilleur sujet. Je te jure que cette interview est l'affaire du siècle. Les lecteurs vont se l'arracher. Notre tirage va augmenter dans des proportions énormes. Tu peux me croire, Duffy. Tu sais que je suis spécialiste en la matière. Qu'est-ce que j'apprends, Walter? J'ai obtenu une interview exclusive d'Earl Williams. Il y a la guerre en Europe. Oh, pour l'amour du ciel, je sais qu'ils s'arracheront cette histoire. J'aimerais savoir comment tu as fait. Ça, ma chère, c'est ta seule. Allons, Walter. Tu sais, dans notre métier, il suffit de coller au bon fond et de connaître la personne qui connaît la personne, etc., etc. Et qui c'est cette personne? Justement, c'est ça. J'ai cru que c'était une blague et que c'était toi qui avais tout fait. J'aurais bien aimé. C'est un coup génial. C'était effrayant. J'ai vu une chose se passer avant qu'elle ne se soit passée. James, c'était très violent. Ça peut se produire lorsqu'on est fatigué. L'esprit va projeter au dehors ce qui est en réalité un Ce conflit n'était interne. pas une hallucination. Crois-moi, c'est incroyable ce que le stress peut faire. Je n'ai pas imaginé ces scènes. Je les ai vues devant moi sur l'écran. Elles étaient là. Une place. Une place. Une place. Une place. Une place. D'accord. Alors c'est une sacrée coïncidence, non? Alors, nous partons en voyage de noces. C'était une comédie, pas une tragédie.
suis allée au théâtre hier soir. C'était plus fort que moi. La même chose s'est passée. Je me suis vue marcher, rentrer dans le théâtre, m'asseoir. Et je me suis sentie de plus en plus nerveuse à la vue du temps présent. Et j'ai vu comment je paniquais. Alors, calme-toi. Et ensuite, je me suis vue sortir du théâtre, marcher vers la station de bus. Et alors, j'ai vu un homme aveugle avec une canne et un camion publicitaire portant sur un panneau la date du 20 mars. Ensuite, j'ai vu ce bonhomme qui s'approchait de moi et j'ai voulu essayer de fuir. Et j'ai couru droit sous le bus. Mais il ne s'est rien passé. L'avenir que tu as vu ne s'est jamais concrétisé. Tu es vivante. Le 20 mars, c'était hier. Tu ne crois pas que ça prouve que ce que tu voyais sur l'écran ne pouvait être que des images créées par ton esprit? Non, c'était le futur. Si c'était le futur, tu devrais être morte dans ce cas. Le bus t'aurait tué, il ne l'a pas fait. Non. J'ai couru de l'autre côté. On dirait que tu joues à une sorte de jeu obscur avec toi-même. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est toi qui as gagné. Ouais. Ce que tu craignais de voir arriver n'est pas arrivé. Tu as brisé la chaîne. C'est fini. Tu en es sûr? Le docteur James te le garantit. Et voilà. Vous trouverez tout ça à la pharmacie juste en sortant. Quel jour sommes-nous? Dimanche 20 mars. Oh mon Dieu. C'est aujourd'hui le 20. Allô, le central, nous avons terminé ici le rendez-vous. Je répète, nous avons terminé, nous... Vous la connaissiez, hein? Désolé pour vous, monsieur. En bas, j'ai fait ça. J'ai dormi en bas. 1, 2, 3. Hop, c'est mis à hurler, c'est jeté sous le bus. J'ai fini, vous pouvez le taper. Montez-le à la rédaction. Je vous le passe tout de suite. Coucou. C'est ce que beaucoup de gens font. Et je ne veux pas t'épouser.
J'ai peur, tu sais. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. L'avenir que tu as vu ne s'est jamais concrétisé. Oh mon Dieu, c'est aujourd'hui le 20. Le 20 mars. Le 20 mars. Le 20 mars. Ça prouve que ce que tu voyais sur l'écran ne pouvait être que des images créées par ton esprit. J'ai vu le futur. Si c'était le futur, tu devrais être morte dans ce cas. Être morte dans ce cas. Morte. C'est fini. Tu devrais être morte. Tu devrais être morte. 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 C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Chaque être humain se projette des films dans sa tête. Des films qui rejouent le passé et en de rares occasions, des films qui dévoilent l'avenir, nous avertissant des termes on ne peut plus clairs que chaque minute est précieuse et que nous devons la vivre intensément. Bien sûr, ces films-là, nous ne pouvons les voir que lorsqu'ils sont créés et matérialisés par l'intermédiaire de la 4e dimension. L'île des morts. Venez, ma chère, nous sommes presque arrivés. Quand l'a-t-on amené ici? Il y a un peu plus d'1 heure, je crois. La police l'a trouvé en train de hurler devant un coupe-gorge. Voilà ce que c'est que de s'acoquiner avec Johnny Whiskey. On devient vite l'esclave de la bouteille. Aidez-moi, je vous en prie. Ramenez-le là d'où il vient, il sera mort dans 1 heure. Mais le docteur Ramsey va descendre tout de suite. Pour faire quoi? Eh bien... Ça fait mal ici. Emmenez-le. Vous ne croyez pas sérieusement que ça a des chances de vivre? Ça? De qui parlez-vous? Ce n'est pas une chose. Ce pauvre a une péritonite et son appendice. C'est un être humain, docteur. Alors je le traiterai comme tel et non comme un cadavre potentiel. Écoutez-moi bien, Ramsey. Ici, nous ne sommes pas dans une tente de l'armée ou sol en terre battue. Nous avons le sens de la discipline, nous, et nous connaissons nos priorités. N'essayez pas d'imposer les habitudes des champs de bataille ici. Sachez que j'ai appris plus de choses sur notre métier dans ces tentes et sur toutes ces prairies de malheur entre Chickamauga et le second Bull Run que vous dans toute votre vie facile, prétentieuse, confortable et rétrécie. À présent, mes élèves du cours d'anatomie attendent de moi que j'opère cet appendicite. Et si jamais je vous entends dire quoi que ce soit, je vous ferai allonger tout de suite sur la table d'opération afin de pratiquer l'ablation de votre langue. Ether, maintenant tu vas dormir profondément. Et à ton réveil, tu n'auras plus cette maudite douleur. Messieurs, les symptômes sont les suivants. Visage blême, transpiration, forte fièvre. Douleur anormale sur le côté droit. Cette localisation désigne l'appendice. La couleur de la peau, une péritonite. Ce qui fait de l'ablation de l'appendice un impératif. Et à en juger par l'état de ce malade, il lui reste très peu de chances de s'en sortir vivant. L'appendice est retiré, l'infection jugulée, les tissus nettoyés et les sutures terminées. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire de plus. Vous, ça vous amuse? Moi, docteur? Dites-nous donc ce qu'il y a de si drôle. C'est sans intérêt, docteur, je faisais juste un commentaire. J'aimerais l'entendre également. Mais c'est le genre de choses que tout le monde dit.
Par exemple, que l'opération a bien réussi et que le patient a succombé. La mort est parfois tragique, prématurée, violente. Elle est également souvent une délivrance. Mais si vous trouvez qu'elle est drôle, mon ami, vous n'avez rien à faire à l'hôpital. Vous seriez mieux en cage. Il est mort. Vous avez vu? Regardez cette cicatrice-là. Je n'ai jamais vu une telle fracture. Le traumatisme a dû être énorme. Une cicatrice fait presque 20 cm. Cela a l'air d'une blessure très vieille. Qu'en pensez-vous, docteur? Je pense qu'il devrait être mort depuis longtemps. Personne ne peut survivre à ce genre de choc. Que savez-vous sur lui? Il s'appelait O'Neill. Il vivait de la charité des gens. Il vient de Yarmouth, un petit village. Où est-ce? Sur la côte, à plus de 100 km de Boston. Votre légendaire habileté chirurgicale n'aura encore servi à rien, docteur. Je crois que votre patient est mort, non? Cela renforce votre conviction. Que l'être humain est impuissant devant la mort. C'est ça qui m'étonne vraiment chez vous et que j'ai du mal à saisir. C'est cet acharnement que vous montrez à combattre la mort. Comme si vous en portiez la responsabilité. Je passe sur votre insubordination, votre entêtement, votre impatience, votre tempérament impétueux. Tout cela, je le tolère car vous êtes également le meilleur des chirurgiens. Mais est-ce la guerre qui vous rend si sensible en ce qui concerne la mort? Et si obsédé que vous considérez le fait de sauver des vies comme une obligation personnelle? Avez-vous entendu parler d'un certain Whitton? Ah. Jeremy Whitton. Ce monsieur a fait une lecture à l'université, mais c'était il y a 10 ou 12 ans. Il m'a semblé que c'était un fou ou un imposteur. Il avait pourtant fait de sérieuses recherches sur la régénération. Et ensuite, il a disparu. Ce n'est pas une grosse perte pour la science, à mon avis. Mais il était de Yarmouth, lui aussi. Et alors? Et alors, le défunt, O'Neill, venait précisément de ce village. Mais c'est une coïncidence. Pourquoi vous en inquiétez? O'Neill avait sur le crâne une fracture impressionnante. D'une profondeur et d'une longueur tellement inhabituelles qu'il est tout à fait impossible qu'il ait survécu. Je ne vois pas quel est le lien. Mes préoccupations. Mes obsessions, Dr. Ames, ont été réactivées. Et j'ai envie d'aller enquêter à Yarmouth et de trouver quel est ce lien. Le docteur Benjamin Ramsay est un homme investi d'une mission. Cette mission inclut une déclaration de guerre à un ennemi qui n'a encore jamais été battu. Cet ennemi, c'est la mort. Et le docteur Ramsay va bientôt découvrir qu'essayer de la vaincre à tout prix peut être dangereux. Surtout lorsque la bataille a lieu dans la 4e dimension. Oh! Ça n'a pas l'air de vous plaire. Non, pas trop. Pourtant ici, la nourriture est correcte, les lits plutôt bons et l'addition pas trop salée et... S'il vous prend l'envie d'emmener une jeune dame à l'étage avec vous... L'autre solution, c'est de reprendre le train. Mais pas avant demain matin. Il y en a 2 qui passent. Connaissez-vous un certain Whitton? Jeremy Whitton. Autrefois, il avait une petite pharmacie. Il s'est retiré. Vous voulez quoi, cet homme? Une demi-heure de son temps. Mais où habite-t-il? À peu près à 3 km d'ici. Il vit sur l'île Noire. Et la plupart des gens d'ici préfèrent doubler le Cap Horn plutôt que d'y aller. Mais demain matin, je pourrais vous louer un bateau si vous voulez toujours vous y rendre. Vous êtes omniscient, Monsieur Perkins. Qu'est-ce que vous me racontez? Je crois que mon cheval ne sait pas ce que ça veut dire. C'est un compliment. C'est pour dire que vous êtes une vraie aubaine. Je prendrai le bateau dès que possible demain matin. Marché conclu. Omniscient, c'est ce que je suis alors. Sans aucun doute, Monsieur Perkins.
Bonsoir. Je désirais une chambre. C'est trop tard. Docteur Ramsey. Médecin, c'est ça? Mais oui, c'est ça. C'est votre valise? Exact. Il n'y a rien d'autre? J'attends 13 mâles qui vont arriver demain à bord d'une galère égyptienne. C'est une blague. Une tentative. Chambre 7. En haut des escaliers, les toilettes sont à l'autre bout du couloir. Ça vous fera $3 d'avance. Je vais prendre un verre avant d'y aller. Maureen? Qu'est-ce que vous prenez? Un whisky dans un grand verre. Vous êtes venu par le train? Dans une solitude remarquable. J'étais la seule personne à descendre. Vous avez vu le village. Pourquoi quelqu'un voudrait-il descendre ici? Pas pour votre whisky, ma chère, c'est un vrai torboyau. Maureen, n'oublie pas que je pars à Brewster très tôt demain matin. Dites-moi, est-ce que Jeremy Wheaton vient ici parfois? Ici? C'est rare. Wheaton habite sur l'île. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce qu'il y fait? Ce qu'il y fait? Il fait pas grand-chose, sûrement. Il est infirme. Il a eu un accident très grave. Alors il reste là-bas, il vit loin du monde. Il a une nièce qui le soigne avec dévouement. Elle vient parfois ici chercher du ravitaillement. Vous connaissez William O'Neill? Il y a beaucoup de O'Neill dans cette région. Mais celui-là est un O'Neill mort. Il n'a pas survécu à une opération la semaine dernière à Boston. Beaucoup d'O'Neill sont morts, c'est vrai. Le fait est qu'on ne fréquente pas avec plaisir les habitants de l'île. Ils sont différents, Wheaton y compris. Je vois. Bonne nuit, Maureen. Voulez-vous que j'aille vous montrer la chambre, monsieur? Ce ne sera pas nécessaire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le. Non, ça ira. Si vous changez d'avis, dites-le moi. Vous en serez la première informée. Ce bateau? Non. Allez-y, lancez la barre. Pas mal, mon gars. Alors. Retiens tout. Retiens. Allez, montre-moi ça. Je ne serai pas long, j'espère. Ouais, si vous tardez trop, moi je m'en vais. Ça pue drôlement dans cette île. On s'y sent mal à l'aise et puis à la nage, il vous faudra un bon bout de temps pour rentrer. À vos ordres. Doucement, doucement. Une heure, mon Dieu, encore un effort. Tu y es presque. Attention! Avance maintenant. Bien, continue. Et Dieu! Encore! Et tire, mon Dieu! Par ici! Faites attention! Attention! Et venez vite! Sortez le gars! Vite! Aidez-moi! Allez, vite! Soulevez cette caisse! Il n'y a plus rien à faire. Il est mort. Soulevez-moi ça!
Si vous êtes prêtre, vous n'avez qu'à le bénir et vous en allez d'ici. Où puis-je trouver Jeremy Wheaton? Monsieur Wheaton ne veut voir personne en ce moment. Il est très fatigué, à vrai dire. Je ne vous ai pas interrogé sur ses habitudes ou sa santé, je veux juste savoir où le trouver. Sa maison est à la sortie du village. Merci beaucoup. C'est ce bateau là-bas qui l'a amené. Je vais aller lui dire 2 mots à ce type. Ouais, ça leur sert de leçon. Allez, aidez-moi. Prends-le sous les bras. Bonjour, je suis Dr Ben Ramsey. Je voudrais parler à Jeremy Wheaton. Mon oncle fait la sieste pour l'instant, docteur. Peut-être pouvez-vous me dire l'objet de votre visite. Qui êtes-vous? Eh bien, je suis sa nièce. Je m'appelle Suzanne, je m'occupe de lui. Vous habitez ici? Cela vous surprend, je vois. Oui, c'est une grande maison, assez vieille et assez isolée. J'ai besoin d'espace. Je respecte le grand âge et je ne suis pas particulièrement sociable. La sociabilité n'est pas le point fort des habitants de cette île. Pourquoi restez-vous? Je suis pervers, Miss Wheaton. Et comme je ne dispose que de peu de temps, je vous demande de m'introduire auprès de votre oncle. Autant introduire une souris auprès d'un cobra. J'en assumerai l'entière responsabilité. Docteur Ramsey? Il vaut mieux que je le prévienne qu'il a une visite. Vous allez rencontrer un des êtres les plus solitaires que vous n'ayez jamais rencontrés. Il y a quelqu'un qui veut vous voir. Que Dieu vous protège. Monsieur Wheaton, je suis le docteur Benjamin Ramsey, de Boston. Restez là où vous êtes, ça ira. Je peux vous entendre d'ici. La surdité n'est heureusement pas une de mes infirmités. Moi, je n'ai pas la lèpre, évidemment. Quelque part, cela vous convient-il comme mesure d'antisepsie? Cela peut me protéger de certains germes, mais c'est une bonne distance pour un revolver ou un couteau. Est-ce que j'ai l'air d'un assassin? Qu'est-ce que vous voulez? Je pratique la chirurgie. Oh, c'est ainsi que vous pensez me rassurer, mon cher docteur Ramsey. Je vais vous montrer quelque chose.
qui n'est pas étranger aux chirurgiens. Vous pouvez voir là le travail d'un de vos collègues. Je constate qu'il y a une étonnante similitude entre un illustre chirurgien et un quelconque boucher. Son tablier à lui est pourtant maculé de sang, mais c'est celui des veaux et des lapins, alors que vous avez du sang humain sur le vôtre. Vous avez déjà, si j'ose dire, amputé quelques pauvres types dans votre illustre carrière. Le sadisme paraît intimement lié à la chirurgie, Monsieur Wheaton. Je m'étonne que vous l'ignoriez. En plus, je viens d'écrire un livre qui s'intitule « Mutiler pour le plaisir ». Finissons-en, vous avez certainement un but en venant me voir. C'est pour l'un de mes patients, William O'Neill. Je le connais bien. Vous le connaissiez. Hélas, il est mort pendant que je l'opérais. Ah, le Seigneur donne la vie et le chirurgien vous l'enlève. Alors? Il avait une crise d'appendicite, une péritonite. Je n'ai pas pu le soigner assez tôt. Le but de cette intrusion, Monsieur Wheaton, c'est que cet homme avait eu une fracture du crâne il y a très longtemps. Ça se voyait à sa cicatrice. Et il n'avait jamais été soigné. Allez, venons-en au but. Aucun être n'aurait survécu à une telle fracture. C'est pourquoi j'ai pensé que, puisque vous connaissiez O'Neill, vous auriez pu me renseigner sur la nature du choc qu'il avait subi, la manière dont cela s'était passé. Ainsi, j'aurais au moins été en mesure de pouvoir rendre au défunt un service en allant informer ses proches de la mort de Monsieur O'Neill. Oh, c'est charmant de voir une sollicitude pareille. Vous êtes là pour soigner des gens, docteur, pas pour organiser les enterrements. Vous ne voulez pas savoir autre chose. Je voulais essayer de trouver un lien, Monsieur Wheaton. Savoir s'il existait un rapport entre vous et le défunt O'Neill. J'espérais que vous m'aideriez. Oui, en vous indiquant la direction de Boston. Vous reprenez votre bateau. Ensuite, vous tournez au sud et vous longez la côte. Docteur Ramsay. Vous ne me direz rien de plus. Quoi? Que pourrais-je vous dire de plus? Vous avez fait une opération à vos risques et périls sur un ivrogne qui s'appelle O'Neill et qui a une cicatrice sur le crâne. Et vous vous imaginez en plus que je possède un dossier médical sur cet individu. Je vais vous donner le lien que vous cherchez, docteur Ramsay. J'ai tenu une petite officine de pharmacie au village et j'ai vu très souvent M. O'Neill s'écrouler à terre. Il était ivre-mort. J'ai vendu à sa femme des bandes afin qu'elle puisse penser toutes ses blessures. Et voilà le lien en question. Ainsi donc, puisque ce pauvre M. O'Neill est décédé, je pense que c'est l'occasion d'être un peu charitable. Je le suis, moi aussi. Au revoir, docteur. Monsieur Wheaton, avant de partir, j'ai fait une petite enquête sur vous. Vous avez fermé cette pharmacie il y a déjà plus de 10 ans à la suite d'un grave accident de chemin de fer. Mais pendant toutes ces années, vous avez fait un travail considérable d'expérimentation sur la régénération de certains tissus. Et j'ai fait toutes sortes de recherches sur cette phase de vos activités. Mon Dieu! La curiosité des humains les conduira à leur perte, c'est inévitable. Était-il nécessaire de faire toutes ces recherches, docteur? Au village, les gens vous auraient volontiers appris ça, tout comme ils vous auraient indiqué où est situé le bordel local. Oui, j'ai tenu cette pharmacie à Guermont. Oui, j'ai aussi perdu mes jambes. Et oui, j'ai spécialement étudié les tissus et les cellules et la chimie. Et puis oui, mon cher docteur, cet entretien est arrivé à son terme. Maintenant, vous allez partir par la porte par laquelle vous êtes entré. J'ignore ce que j'espérais trouver ici, Monsieur Wheaton. Mais vous auriez pu me donner une clé. Par exemple, pourquoi les habitants de Yarmouth détestent autant cette île? La plupart des gens de ce maudit village sont des imbéciles sans imagination, des ignorants mal intentionnés qui vont du berceau au cercueil en puant la friture et en laissant pour héritage un tas de superstitions immondes qu'ils ont récoltées avidement au cours d'une vie profondément triste. Mais je vois que vous avez une certaine attirance pour le fantastique. Comme la magie noire, la sorcellerie, les esprits frappeurs. Si quelques-uns de ces sujets insensés vous intéressent, vous trouverez de quoi vous satisfaire dans ce maudit village.
Oh, vous êtes là, docteur Ramsey. Vous vous en allez déjà? Non, peut-être pas. Plus maintenant. Bien entendu, monsieur Wheaton, la sorcellerie ne m'intéresse pas. Mais là, dans votre bureau, je viens juste d'apercevoir un mort vivant. Maintenant, je veux que vous me disiez pourquoi il est ici, pourquoi il est frais comme un gardon. Dans votre pharmacie, vous leur vendiez quel remède? Non! Perkins. Oh mon Dieu. Docteur Ramsey, je m'appelle Simpson. Je suis le magistrat de ce village. Enchanté, magistrat Simpson. Puis-je vous offrir un verre? Non, pas pendant le service. J'ai eu l'occasion, à l'instant, de reconnaître officiellement le corps du défunt Ezekiel Perkins. D'après ce que je sais, vous le connaissiez? Ne tournez pas autour du pot avec moi. Allons, magistrat Simpson. Dites ce que vous avez à dire, je vous en prie. C'est-à-dire que nous n'avons que votre version des faits, si je puis dire. Et je sais très bien que vous avez un cadavre avec un trou dans le crâne et des litres de flotte dans le ventre. C'est la triste vérité, oui. Nous avons un cadavre, mais ce que nous voudrions, ce qui nous fait défaut, c'est le témoin, vous voyez. En l'absence de ce témoin, nous dirons, pour clore cette affaire, que l'assaillant ou les assaillants n'ont pas été identifiés. Cela vous satisferait-il? Cela vous satisfait-il, vous? Que faire d'autre? Ce n'est qu'un petit village, vous le savez. Nous n'avons aucune police, en fait, et aucun moyen d'investigation. Je ne vois donc pas comment nous ferions. Monsieur le magistrat, tout ce que vous auriez à faire, c'est de sauter dans la première embarcation venue pour aller dans l'île faire une enquête. Docteur Ramsey, pour nous, vous êtes un étranger. Il est donc évident que vous n'êtes pas au courant des coutumes. Vous diriez superstition, mais qu'importe les mots. Il nous a paru beaucoup plus sage d'ignorer ceux qui sont sur cette île. Et en plus de cela, cette île est en dehors de notre juridiction. Sans vous offenser, cher docteur, puis-je suggérer que vous aussi restiez en dehors de cette malheureuse histoire? Je ne reviens pas de voir que vous restez assis sur vos fesses bien rembourrés, alors que des choses si graves se déroulent, des choses qui touchent à la mort et à la vie, et que vous les ignorez. Car s'ils se tuent, ils savent ressusciter. Et je veux savoir pourquoi et comment. Qu'allez-vous faire, docteur? Je vous le demande dans le cadre de mes fonctions officielles. Vos fonctions officielles, vous plaisantez? Monsieur le magistrat, vous passez votre temps à vous fourrer la tête sous l'oreiller. En ce qui concerne ce que je ferai, étant donné que vous ne m'aiderez pas, je ne vois pas pourquoi je vous tiendrai au courant. Je vais prendre un peu l'air. Monsieur Flanagan, si je ne suis pas de retour demain matin, vous pourrez louer ma chambre et vendre mes affaires. Celui-là, je sens qu'il va mal finir. J'aurais bien pris un deuxième, tu sais. Allez, c'est ma tournée, les gars. Miss Wheaton? Vous avez une foi remarquable en vos semblables, ou vous êtes suicidaire, l'un ou l'autre. J'allais justement vous chercher à l'auberge. Je vous ai évité ce désagrément.
Vous avez également choisi une mauvaise heure pour sortir. Et vous pour naviguer. Pourquoi êtes-vous ici, Miss Wheaton? Mon oncle est alité. Il est au plus mal, il lui faut des soins médicaux sans tarder. Un autre était dans ce cas-là aujourd'hui. C'est l'homme qui m'a conduit dans l'île, Ezekiel Perkins. Mais il n'a plus du tout besoin de soins, hélas. Nous n'avons rien à y voir. Je ne peux pas tout vous expliquer, docteur Ramsay. Il y aurait sûrement trop de choses à m'expliquer, Miss Wheaton. Que voulez-vous, au juste? Laissez-moi vous conduire dans l'île pour examiner mon oncle. Dites-moi s'il y a encore de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Non, c'est très rare. Selon mon expérience. Selon mon expérience, l'espoir représente le seul sentiment éternel. En fait, vous êtes très doux, docteur. J'en ai rarement l'occasion. Et j'ai rarement l'occasion d'y répondre ainsi. Suzanne. Alors, vous êtes venu. Le cœur est faible. Est-ce que vous pensez que je serai vivant demain matin? Si j'étais homme à prendre des paris, Monsieur Wheaton, je parierais à 2 contre 1 que vous prendrez votre petit déjeuner demain matin. Et même votre déjeuner. Mais je ne suis pas certain que vous preniez votre dîner. Ce n'est pas votre première alerte. Buvez ça. Oh, 5e, 6e. J'ai oublié de compter. Est-ce que les docteurs lisent Shakespeare? Certains, bien sûr. Moi, je l'ai lu. Je me souviens de ce que Jules César disait à propos de la mort. Il disait, de tous les prodiges que j'ai eu l'occasion de constater, pour moi, le plus étrange, c'est que l'homme soit effrayé en voyant que la mort est une fin nécessaire et qu'elle vient nous prendre lorsqu'elle veut nous prendre. Quoi qu'il en soit, c'est une chose, mon cher jeune docteur, de l'accepter et autre chose de la prier de venir, de l'inviter à venir. Oui, il faut combattre les idées reçues. Vous avez dû le faire? Oui. Savez-vous qu'il existe une herbe égyptienne curieuse? C'est le buisson du Caire.
Oui. Les anciens pharaons utilisaient les baies, je crois. Oui. Oui, pour en faire des emplâtres, elle a des pouvoirs cicatrisants fabuleux. J'ai découvert un jour, par accident, je dois dire, j'ai découvert que si on mélange des extraits broyés de ces baies avec l'eau d'un homme et quelques autres ingrédients, et qu'ensuite on l'administre à l'aide d'une seringue, droit dans le cœur, à l'intérieur de la cavité, ça réactive le cœur et empêche la ruine des cellules. Cela peut ramener à la vie. D'ailleurs, si vous faites un tour dans l'île, docteur, vous verrez qu'il n'y a aucun signe de décès récent, non. Aucune tombe, aucune, rien du tout. À quoi servirait-elle, docteur, là où les morts sont toujours vivants? Ils sont combien? Les 3/4 de toute la population de l'île, 10 ans, 200, 300, et tous vivent, respirent, marchent, discutent, parce que, comme vous, docteur Ramsay, Jeremy Whitton a fait preuve d'une curiosité sans borne. C'est incroyable. Vous avez fait une injection hypodermique dans un cadavre. Je n'ai qu'un quart d'heure après la mort si je veux injecter cette mixture dans le cœur. Ainsi, je fais renaître la vie. Je connais ce regard, docteur. Je l'ai déjà vu dans le miroir d'un rêve, mais c'est... le rêve insaisissable. Mais pourtant, c'est mieux que les cauchemars. J'ai connu un endroit. Le champ de maïs du fermier Miller. Ce nom bucolique est un euphémisme qui cachait un abattoir. Il y avait une bataille. Et dans les rangées de maïs passaient des hommes armés qui allaient au combat. Et puis les fusils, l'artillerie entrèrent en action, fauchant sans la moindre pitié. Et j'ai vu, sous la pluie, les blessés agoniser. 400, 500, 600 hommes peut-être. Leurs cris terribles résonnent encore dans ma tête. C'étaient des hurlements, des appels désespérés. Et lorsque la pluie eut lavé la boue de leurs visages, ce n'étaient plus des soldats. Leur regard ressemblait à celui des enfants. Mais eux venaient de jouer à un jeu monstrueux. De toute la nuit, je n'ai pas cessé d'aller et venir. Recousant des blessures, coupant des bras, des jambes, et en regardant ces hommes mourir. Mon Dieu, comme ils mouraient. C'était effrayant. Nous savons comment aider les hommes à mourir, Monsieur Whitton. Et vous venez de me dire que vous avez trouvé un moyen de les aider à vivre. C'est une illusion, docteur Ramsay, une totale illusion que cette race d'hommes devenus immortels. Mais voyez donc l'ironie du sort, car le rêve d'éternité ne dure pas. L'efficacité de ce produit est passagère. On doit refaire une injection aux patients parfois tous les mois, ou tous les 6 mois, ou même toutes les semaines. Ça varie avec personne. Je n'ai jamais su quelles étaient les causes de ce mauvais fonctionnement.
J'ai été aussi incapable d'évaluer la chose la plus complexe de tout, docteur. L'homme, la nature humaine. C'est-à-dire l'instinct qui pousse les êtres à s'accrocher, s'agripper, trahir, finalement tuer, pour rester dans le monde des vivants. Il suffit qu'une seule fois ils aient obtenu un sursis pour devenir insatiables. Telle est l'évolution des humains et de leurs désirs, docteur. D'abord, ils veulent vivre, ensuite vivre longtemps, et un jour ils sont désespérés de devoir vivre pour l'éternité. Cela se traduit par des meurtres, des dizaines de meurtres. Celui de Perkins, par exemple, et tous les autres. Ce n'est pas une raison pour abandonner, voyons. Je vais reprendre les recherches, et je découvrirai pourquoi ce produit perd de son efficacité. Non, non, pas ça, non. Ces gens sont des ignorants, ce sont des bêtes. Sans cœur. Vous ne les aimez pas, on dirait. Vous voulez savoir pourquoi je ne les aime pas? Alors regardez. Je vous ai menti. Cet accident de chemin de fer, je l'ai inventé, docteur. La vérité, c'est que j'ai perdu mes jambes en d'autres circonstances. J'ai été réduit à un torse par ces gens-là. Il ne fallait surtout pas que je quitte cette île avec ma découverte, car je possédais la formule chimique qui était la clé de leur survie. Ils m'ont laissé en vie. Uniquement pour cette raison, oui. Ce sont des cadavres, docteur. Non des hommes. J'ai commencé à leur injecter de l'eau depuis déjà 1 mois et demi. En fait, ces monstres ne vont pas tarder à retourner là où ils devraient être depuis longtemps. C'est impératif. Impératif, mon cher docteur, que vous quittiez cette île avant qu'ils ne s'en rendent compte. Car ils vont devenir hystériques et vont retrouver la bestialité de vulgaires animaux. Voilà ce qu'est devenu l'île Noire. À partir du moment où les gens ont connu l'immortalité. Nous en rediscuterons quand je me réveillerai. Si je me réveille. Je dois dire que ça m'est curieusement indifférent de mourir maintenant. Oh, et ce qui est curieux, docteur, ce qui reste incompréhensible, ce sont les années que j'ai passées avec ce corps privé de séjour dans ce fauteuil roulant, persuadé que c'était une destinée plus enviable que de finir dans un cercueil. Maintenant, il me semble plutôt étrange que les hommes aient peur en voyant que la mort est une fin nécessaire et qu'elle vient nous prendre lorsqu'elle veut nous prendre. Et j'ai éprouvé de curieuses douceurs à cette pensée.
Docteur, il nous quitte. Pour l'instant, il se repose. Vous a-t-il tout raconté? Je présume que oui. Votre oncle avait-il l'habitude d'écrire, je ne sais pas, un journal, des notes de travail? Il n'aurait jamais osé. Sa seule garantie de survie, c'était qu'il était le seul à connaître le secret. Quelle garantie avez-vous de survivre? Mieux vaudrait peut-être s'inquiéter de vous. Mon oncle a probablement dû vous dire qu'il avait utilisé de l'eau pour les injections. Mais qu'avez-vous fait hier matin? J'ai vu cet homme revenir à la vie. Je lui ai injecté tout ce qui restait du produit. Il le fallait. S'il n'avait pas revécu, les autres auraient compris. Qui le croira jamais, Miss Wheaton? Qui le croira? Est-ce vraiment important? Je vais vous dire ce qui est important. C'est toute l'humanité qui agonise ce soir, dans cette maison. Sur cette île insignifiante qui devrait devenir le centre de l'univers. Si le monde savait ce qui s'est passé ici, on verrait pleurer des millions de personnes, dont les flots de larmes emporteraient tous les regrets. Mais je pense à vous, Suzanne. Qu'allez-vous faire? Vous devez quitter l'île. Suzanne, votre oncle et les 3/4 des gens d'ici vont peut-être mourir avant demain soir. Je veux voir Monsieur Wheaton. Dites, vous me reconnaissez, j'espère? Vous êtes Monsieur Brandbridge. Ma sœur dit qu'elle ne me reconnaît plus. Elle m'a claqué la porte au nez. Elle ne veut plus me voir. Il y a quelque chose qui cloche. Il faut que je voie Wheaton. Monsieur Wheaton est trop malade pour vous recevoir. Alors il faut me faire une injection. C'est trop tard, Monsieur Brandbridge. Il n'en reste plus. Mais à moi, il m'en faut. Réveillez Wheaton pour qu'il m'en donne. Mais s'il est mourant... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Personne ne meurt ici. Personne ne meurt. Je veux pas crever. Wheaton? Vous sentez... Comment? Ça va, Monsieur Brandbridge? Bon Dieu, regardez-moi. Mais allez, regardez-moi. Je vous vois, Monsieur Brandbridge. Je vous vois. Aidez-moi. Je vous en supplie, aidez-moi. C'est fini. Vous aussi, vous allez mourir. 11 ans, c'est une assez longue période de répit pour régler vos affaires. Je veux pas crever. Vous avez entendu? Je veux pas crever. Oh, regardez dans le miroir, espèce de fou, il est grand. Suzanne. Ma chère.
Suzanne. J'avais raison, tu vois. Tout ce qu'il demandait, c'était de rester en vie, non de vivre. Derrière moi, je ne laisse qu'un cimetière. Quel misérable héritage pour toi. Une maison sans âge, sur une île sans âme. Il est mort. Il est tombé par la fenêtre. Il faut qu'on s'en aille. Et toi, cherche Whittle. Et toi, cherche ta fille. Allez, on y va. On va te trouver. Allez, trop haut. Il est mort. Qu'est-ce qu'on va devenir? Il faut pas mourir. Pour trouver sa nièce. Oh non. Il faut la rattraper. Allez, dépêchons-nous. Ah mon Dieu, faites qu'il soit pas trop tard. Il faut les rattraper. Attendez! Il est mort, Suzanne. Venez. Elle est là. Elle s'enfuit. Allez, dépêchez-vous, ouvrez-vous. Allez vite, pas ici, ils s'en vont. Ils sont là, ils sont là. Docteur, attention! Gendarmes, allez, ouvrez-vous. Ils arrivent! Allez, plus vite. Docteur Ramsay! Non! Je crois qu'il est vivant. Oui, il a une sacrée chance. Il bouge. On dirait que c'est le docteur. Non. Docteur, c'est nous les gens de Yermans. Ça va aller, vous verrez. On vous a trouvé sur la plage. Nous avons compris que vous aviez été dans l'île. Où est-elle? Suzanne Whittle.
Est-ce que c'est elle? Cher docteur Ramsay, comme vous le savez sûrement maintenant, j'étais l'une d'entre eux, un jour à l'âge de 8 ans. J'ai succombé à une très forte scarlatine. Et à l'âge de 23 ans, j'aurais dû mourir d'un grave accident. Et quitter l'île Noire pour toujours. Et mon oncle est encore intervenu. Cher Docteur Ramsay, je suis convaincue qu'il est plus sage de mourir lorsque notre tour est arrivé. Et que vivre malgré la mort revient à occuper la chambre d'une autre personne. On n'en retire aucune consolation. Et aucune sérénité. Ayez une bonne vie, docteur. Une longue vie. Une vie pleine de joie, d'amour. Et lorsque viendra la mort, songez que ce n'est qu'une sorte de sommeil, après une longue et ennuyeuse journée. C'est ainsi que je l'imagine. Parce que ma vie a été une longue et ennuyeuse journée. Suzanne. Docteur? Docteur Ramsay? J'aimerais savoir si vous prendrez votre dîner avec nous ce soir. Le dîner? Ah oui, bien sûr. Le dîner. Le petit déjeuner, le dîner à nouveau. Et toute une vie ponctuée de repas. Entre-temps, je sauverai des vies comme je l'ai toujours fait, ma chère Maureen. Et un jour, sûrement, je devrais échanger tous ces vêtements contre un suaire. Que diriez-vous si un étudiant ou bien un vieil idiot dans mon genre venait ici pour savoir ce que vous savez au sujet de l'île Noire? Vous diriez quoi en somme? À cet homme? Qu'est-ce qu'il y aurait à dire, docteur? Je n'en sais rien, il n'y a rien à dire. Rien du tout. Vous avez raison. Rien à dire. Rien du tout. On peut lire ceci dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. À quoi le docteur Ramsay aurait pu ajouter « Et la mort surviendra en dépit des efforts maladroits des hommes pour la repousser, même dans la 4e dimension ».